Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Clic Droit, le rendez-vous de 01net.com de décryptage des enjeux du numérique. Et pour cet épisode, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet hautement sensible, le UCS, le label européen de cybersécurité du cloud. Vous croyez que c'est un sujet technique ? Pas vraiment. C'est plutôt un sujet géopolitique qui implique un drôle de mélange. La souveraineté numérique, le général de Gaulle, l'arme nucléaire et le futur président des États-Unis, j'ai nommé Donald Trump. Allez, c'est parti! Déjà, le UCS, ça veut dire quoi? C'est le European Union Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services. J'ai dû répéter 10 fois avant d'y arriver. C'est le futur référentiel européen des fournisseurs de cloud. En gros, le UCS vise à définir des exigences de cybersécurité auxquelles les sociétés de cloud devront répondre pour avoir le droit de dire « Regardez, je suis certifié EUCS, vous pouvez stocker sur mon cloud vos données en toute sécurité. » L'idée initiale des Européens, c'était de définir 4 niveaux allant du moins exigeant au plus exigeant. Il faut imaginer ces 4 niveaux comme s'ils étaient verrouillés par des serrures de plus en plus solides. Dans le premier niveau, on va dire, vous pouvez y stocker des données pas très sensibles qui seront protégées, mais seulement par une simple serrure. Dans le dernier niveau, qu'on appelle High+, on va plutôt y mettre des secrets d'État, des secrets commerciaux, des données régaliennes, les données de santé, etc. Et là, on va avoir comme un coffre-fort très sophistiqué avec alarme et rayon X. Donc, depuis 2020, ça discute sec à Bruxelles. Les 27 pays de l'Union européenne négocient pour savoir combien il y aura de niveaux et surtout, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur, en sachant que chaque pays arrive avec sa propre culture, ses propres critères de cybersécurité et sa propre définition de la souveraineté. Alors, évidemment, ça prend du temps de se mettre d'accord. Mais les pays ont buté sur un gros morceau, ce qu'il fallait mettre dans le niveau le plus exigeant, le High+. Initialement, on avait inclus ce qu'on appelle une immunité aux lois extraterritoriales. Alors, je vous explique le principe. Les lois, elles s'appliquent généralement dans un pays délimité par des frontières. Mais pour les lois extraterritoriales, donc hors du territoire, elles vont s'appliquer aussi à l'étranger. Généralement, ce sont de grandes puissances, comme l'Empire romain autrefois et les États-Unis aujourd'hui, qui vont dire « c'est ma loi qui s'applique, même si tu vis à l'étranger, et même pour toi, étranger, dans certains cas. » Ok, bon, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec les fournisseurs de cloud? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, il existe des lois américaines qui vont obliger les fournisseurs de cloud américains, alias AWS, Azure ou Google Cloud, à partager avec les agences de renseignement américaines les données qu'ils hébergent aux États-Unis. Mais ça concerne aussi les données hébergées à l'étranger et donc en Europe, y compris s'il s'agit de données d'Européens. Donc là, on arrive vraiment au cœur du problème. Si je résume avec cette loi, les Américains, qui ont les plus gros clouders du marché, ont donc théoriquement accès à nos données stratégiques. Et pour certains pays comme la France, c'est vraiment pas acceptable. Ils estiment que la future certification EUCS doit prévoir pour son niveau le plus élevé une immunité à ces lois particulières, donc un bouclier contre ces lois. En pratique, ça veut dire que toutes les sociétés soumises à ces lois ne pourraient pas être labellisées EUCS High+, ce qui exclurait du niveau le plus élevé tous les clouders américains, donc AWS, Azure, Google Cloud, mais aussi chinois, Huawei, Alibaba, puisque la Chine a aussi des lois extraterritoriales, mais là, c'est pas le sujet. Et quand les entreprises américaines ont vu qu'elles allaient être exclues du cloud High+, eh ben, elles sont tombées de leur chaise et elles ont réagi. En mai 2023, elles écrivent à la Maison-Blanche en disant « Le UCS constitue une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Il désavantagera les sociétés américaines du cloud au profit d'alternatives locales, comme OVH, Cloud Temple et tous les autres. » 4 mois plus tard, réaction d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Cette fois, c'est lui qui écrit à la Commission européenne en disant que le UCS, avec High+, pourrait ni plus ni moins, je le cite, nuire aux relations bilatérales entre les États-Unis et l'Union européenne, tant sur le plan économique que sécuritaire. En termes diplomatiques, c'est clairement une menace que Bruxelles n'a pas pris à la légère. La Commission européenne s'est alors adressée à l'ENISA, l'Agence européenne de cybersécurité. Et début 2024, changement de braquet. On décide de revoir le UCS et on publie une version du label sans, vous le voyez venir, sans le High+, le 4e niveau. Donc la clause d'immunité aux lois extraterritoriales, c'est terminé. L'exclusion des géants du cloud américain comme AWS, Azure et Google Cloud, on n'en parle plus. Pour Paris,
c'est la douche froide. Parce que pour le pays, c'est vraiment une question de souveraineté d'interdire un droit de regard américain sur les données les plus sensibles des Européens. Et si cette version est adoptée, le gouvernement ne sait pas s'il pourra conserver son label national qui exclut les géants américains pour l'hébergement de données les plus sensibles et stratégiques, le fameux SecNum Cloud. Paris a d'ailleurs très clairement posé la question à Bruxelles, qui pour l'instant a botté en touche. Et pour les autres capitales européennes, il faut bien comprendre que ce droit de regard américain, c'est pas forcément un problème. Et pour être tout à fait honnête, j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi. Avoir des exigences pour les données les plus sensibles qui revient à dire on se met à l'abri d'un droit de regard, d'une ingérence américaine ou chinoise, ça me semblait plutôt cohérent, non? Mais pourquoi alors Paris est la seule capitale à militer pour ça? Pourquoi il n'y a pas plus de résistance en Europe? Plusieurs experts m'ont expliqué que l'Allemagne était plus conciliante que la France à l'égard des Américains, parce que son économie reposait sur le gaz russe, un gaz coupé au début de la guerre en Ukraine, et qu'elle dépendait maintenant du gaz de schiste américain qui arrivait par bateau. Ok. D'autres m'ont expliqué qu'avec la guerre en Ukraine, tous les pays limitrophes du conflit avaient trop besoin de l'OTAN, et donc des Américains, comme la Pologne, les États baltes, etc. Donc pour tous ces pays, il ne fallait surtout pas fâcher le grand frère américain, qui fournit des armes comme les F-35 et un soutien militaire. Mais alors pourquoi les Français sont les seuls à penser qu'on peut et qu'il faut s'affranchir des Américains? Et c'est en interrogeant un cloudeur français il y a plusieurs mois que ça fait tilt. C'est là qu'on va entrer dans la géopolitique. Les Français, on l'oublie souvent, mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont jamais été atlantistes. Une position qui consiste à dire on confie notre sécurité aux Américains. Pourquoi cette exception française? Parce que c'est le seul État européen à avoir l'arme nucléaire et un droit de veto à l'ONU. Et ça, on le doit au général de Gaulle qui a refusé que Paris se mette sous protection américaine et qui a dit « si on n'a pas la bombe atomique, on ne sera pas indépendant ». Il faut avoir des alliés, c'est vrai. Et la France d'ailleurs donne l'exemple de la fidélité à ses amis et à ses alliés. Mais il ne faut pas avoir de protecteurs. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une exception en Europe. Ce qui explique que pour les autres pays, le concept de souveraineté n'a pas le même sens qu'en France. Mais les choses pourraient changer grâce à Donald Trump. Donald Trump qui pourrait remettre en question ce soutien américain au vieux continent. D'abord, il pourrait mettre fin à l'aide américaine à l'Ukraine. S'il ne l'a pas dit clairement, il a eu des propos qui pourraient le suggérer. Quand il était candidat à l'élection présidentielle, l'homme d'affaires s'était vanté de régler ce conflit en moins de 24 heures. Son fils aîné, Donald Trump Jr., avait mis en garde Volodymyr Zelensky sur la fin prochaine de son argent de poche, une allusion à une possible fin du soutien américain à l'Ukraine. Ensuite, on sait que Donald Trump n'est pas un grand fan de l'OTAN et qu'il aimerait que l'Europe mette plus de billets dans le budget de cette organisation. Donc avec ce président aux manettes, l'Europe pourrait devenir moins atlantiste, car avec moins de protection des Américains, les pays qui, pour l'instant, jouent le jeu auraient moins de scrupules à dire non. En attendant, le dossier de l'EUCS devrait très prochainement revenir sur le bureau de la Commission européenne, qui vient d'être renouvelé. Et chez 01net.com, comptez sur nous pour suivre le dossier de très près. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt!